troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Yamboulia Dipama, secrétaire général adjoint du MPP France, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, et de deux éditorialistes, Gemma Itane et Jean-Marie Vittorin. Et tout de suite dans l'actualité économique, l'État gabonais résolument engagé dans la lutte contre la vie chère. Le ministère en charge de l'économie a rencontré les opérateurs économiques afin de les informer sur les prix réglementés des marchés. Le gouvernement envisage des sanctions contre ceux qui ne respecteraient pas ces mesures. Reportage de notre correspondant Douglas Soutouma. Après les visites de contrôle des prix sur le terrain, les réunions d'harmonisation avec les directions générales de la chaîne des prix, le ministère en charge de l'économie était face aux opérateurs économiques exerçant au Gabon. Objectif, expliquer à ces derniers la nécessité pour chaque partie de respecter les mesures de plafonnement des prix dans le but de soulager le panier de la ménagère. Fort de cette posture de l'État-providence dans l'animation des politiques sociales que le gouvernement s'est senti investi de la mission de régularisation des prix. Le Conseil gabonais des chargeurs a réduit de 9% depuis 2012 les droits de trafic des cargaisons qui rentrent au Gabon. De son côté, l'Office des ports et rails du Gabon a baissé de 20% les tarifs des produits de première nécessité. Malgré toutes ces mesures, le coût de vie demeure encore trop élevé pour la population. Je veux que le président change le prix pour que les choses soient moins chères. L'huile, toutes sortes qu'on mange. C'est une très bonne action parce que lorsque le gouvernement donne les prix, il faut vérifier, c'est pour que ça soit respecté. Nous sommes très heureux et nous espérons que cette initiative sera pérenne. Pour le ministre délégué à l'économie, dont l'une des missions est de mettre en œuvre des politiques de lutte contre la vie chère conformément à la volonté du chef de l'État, des sanctions seront prises à l'encontre des opérateurs économiques qui ne respecteront pas les mesures gouvernementales. Au regard des mesures qui ont été celles de l'OPRAG, de la CGC et des efforts initiés par le gouvernement, des vérifications vont être faites. Dès lors que les opérateurs économiques ne respecteront pas ou dévieront les instructions de l'État, ils seront sanctionnés normalement et pour faire en sorte que nous puissions respecter la volonté du chef de l'État, celle de faire évoluer le mode et le genre de vie des Gabonais. En termes de perspective, l'Office des ports et rails du Gabon entend ouvrir le marché de livraison des conteneurs à l'importation pour accentuer les efforts de l'État en matière de réduction des coûts des produits de première nécessité pour le consommateur final. Pour les opérateurs économiques, le message est bien passé et chaque bord devra désormais jouer son rôle. Jean-Marie, des sanctions contre les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas ce plafonnement des prix réglementés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord avec cette politique-là, parce que généralement, quand nous raisonnons sur l'Afrique, nous parlons du libéralisme. Le libéralisme, dès qu'on parle de gratuité, on dit non, c'est pas possible. Dès qu'on veut parler, si vous voulez, des prix subventionnés, on dit non, c'est pas possible. Sauf que, quand nous parlons comme ça, il faut regarder à quel stade de développement se trouvent les économies, c'est-à-dire sur lesquelles nous parlons. Ici, là, il est tout à fait nécessaire, c'est-à-dire le rôle d'un État, et c'est un rôle fondamental qui est d'assurer le bien-être collectif. Et ce bien-être collectif-là, c'est pas parce qu'on nous pose le libéralisme sur la table que ça voudrait dire que toutes les économies doivent fonctionner à ciel ouvert. Je veux rappeler une chose, c'est-à-dire sans trop rentrer dans les détails. La France a vécu dans ce qu'on a appelé les prix administrés. Pourtant, ce n'était pas l'Union soviétique. Jusqu'aux années 80, le prix de la baguette, si vous voulez, tout ce qui est produit de première nécessité était fixé par l'État français. Et c'est ce qu'on appelait les prix administrés. Et nous, les Africains, nous avons toujours l'habitude de nous dire, oui, comme on nous parle du libéralisme, il faut imposer le libéralisme. Dès l'instant que vous avez votre peuple qui ne vit pas, comment dirais-je, c'est-à-dire selon un niveau requis minimal. Je parle de chez nous en Afrique. Ne prenons pas, c'est-à-dire ne nous jetons pas dans les critiques que nous disons toujours, c'est que nous prenons les modèles qui sont à l'extérieur, on les plaque chez nous. On va nous dire que oui, vous voyez, vous avez un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, moi je ne suis pas dans la logique comptable, pourtant je suis économiste. Je pourrais bien me dire que bon, à ce niveau-là, l'État n'a pas à intervenir, il faut qu'on laisse le secteur privé pouvoir agir. Sauf que l'horizon temporel d'une entreprise privée, c'est le court terme. L'horizon de l'État, c'est le long terme pour pouvoir assurer à la population le bien-être collectif qui peut être assuré sur cet environnement-là. Donc la plupart du temps, on nous dit non, il ne faut pas privatiser, c'est-à-dire il faut privatiser, il faut laisser tel ou tel. Alors que tous les États dans le monde se sont développés avec un contrôle minimal des prix. Où que vous allez, même dans cette économie moderne-là. Moi, je peux vous citer des secteurs aux États-Unis qui sont des secteurs qui sont subventionnés. Quand on vous parle du combat entre Airbus et Boeing, on nous dit que oui, ce sont des entreprises privées. Vous
Vous avez l'État américain qui subventionne, si vous voulez, les recherches fondamentales qui vont permettre d'améliorer les avions de Boeing. Et l'Europe fait exactement la même chose. Quand on arrive chez nous en Afrique, on dit oui, c'est le libéralisme à tout va, il faut tout privatiser. Mais je ne suis pas d'accord avec cette position-là. Gémal, est-ce qu'il est nécessaire de passer par des prix réglementés pour lutter contre la vie chère? Non, je suis encore moins d'accord avec ce que mon ami Vitomo vient de dire. Il confond absolument et allègrement subvention et liberté. Liberté et libéralisme. D'ailleurs, libéralisme et liberté. Donc je ne considère absolument pas qu'il appartient à l'État de fixer le prix de tel ou tel produit de cette façon-là, encore moins d'avoir une police de la réglementation. La France l'a fait jusqu'aux années 80. Il arrive à la France de faire des choses pas intelligentes et même stupides. Même les États-Unis l'ont fait. Il n'y a pas que la France. Je peux vous citer des tas et des tas d'économies dans le monde qui l'ont fait. Il arrive aux États-Unis de faire aussi des choses stupides, c'est pas le problème. Et donc il peut y avoir des choses américaines et françaises totalement débiles et je ne suis pas obligé de les suivre. Et donc je crois personnellement que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Qu'on aide les agriculteurs, les paysans qui sont frappés par une crise, c'est une bonne chose. Et qu'on leur impose en plus, en fonction de l'aide publique qu'ils reçoivent, une réglementation des prix sur tel ou tel produit parce que subventionné, ça me paraît plutôt pas grave. Et sur des produits de première nécessité, c'est même une bonne chose. En revanche, je crois au marché, je crois à la liberté. Je sais que je vais choquer les oreilles absolument sensibles de Vitomo, mais ça n'est pas très grave, il s'en remettra. Et donc, je pense que la loi... Moi, je dis que la France a vécu jusqu'aux années 80 sous les prix administrés. Pourtant, ce n'était pas l'Union soviétique. Il faut définitivement que tu comprennes que la France, comme disait Clémenceau, est un pays particulier qui sème des fonctionnaires et des impôts et qui récolte des fonctionnaires. Donc, ce n'est pas le problème. Rapidement, je considère encore une fois que la liberté n'est pas celle-là et que si on veut réglementer un marché, on le réglemente autrement. On le réglemente par la fiscalité, par la subvention. Il n'est pas interdit de faire cela. De là à avoir une police dans la rue qui fixe tel ou tel prix, alors même que l'inflation est importante, alors même que le déficit économique est assez important, ça me paraît d'une débilité consternante. Merci. Vous avez la direction générale des prix qui contrôle les prix en France contre les fraudes et tout ce qui s'ensuit. Également, en Côte d'Ivoire, un cadre de collaboration a été créé entre l'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement. Une collaboration qui doit permettre d'améliorer la mise en œuvre des réformes dans le domaine de l'emploi. Le dispositif entre dans le cadre de la stratégie nationale d'insertion des jeunes. Habib Faye. Sur la période 2011-2015, la Côte d'Ivoire a créé 2,3 millions d'emplois. Pour consolider ces résultats, un cadre de collaboration a été créé entre l'agence Emploi Jeunes et les cabinets privés de placement. Ce cadre va permettre de rendre opérationnel et d'accroître la communication sur les réformes mises en œuvre dans le domaine de l'emploi. Il va aussi impliquer les chargés de communication des structures de mise en œuvre. Le gouvernement envisage la création de plus de 2 millions d'emplois sur les 5 années à venir. Beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui, nous avons une liste stabilisée de cabinets agréés qui est donc consultable à partir de notre site internet. Nous avons également mis en place un système d'information qui permet déjà de capter les recrutements qui sont opérés par ces agences. Les cabinets privés de placement sont déterminés à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans son programme de lutte contre le chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage s'établit à 26,5% au plan national et à 30,4% chez les 14 à 35 ans. Nous avons vu la volonté de l'agence Emploi Jeunes de céder une partie de leurs activités aux cabinets privés. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place déjà une organisation professionnelle. Deuxièmement, de revoir avec l'agence Emploi Jeunes les tests. Parce que les tests sont, à notre avis, un peu dépassés. Ce cadre a permis au gouvernement ivoirien d'établir une stratégie nationale de l'insertion des jeunes pour la période 2016-2020. Objectif, renforcer les capacités des jeunes et leur procurer des emplois. Monsieur Dipama, que vous inspire ce guichet unique pour l'emploi qu'on appelle en Côte d'Ivoire Agence Emploi Jeunes? C'est que m'inspire l'agence Emploi Jeunes. Moi, je crois que dans les pays africains, dans les pays en voie de développement, la Côte d'Ivoire en fait partie, c'est qu'il faudrait quand même renforcer le capital humain. Et renforcer ce capital humain, c'est aussi permettre à ces jeunes, à ces gens de pouvoir accéder à l'emploi. Et donc accéder à l'emploi passe par faire un diagnostic
serein, nécessaire de la situation du chômage de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, les formations dites théoriques mettent sur le marché une jeunesse capable de s'auto-employer? Est-ce qu'aujourd'hui, les formations professionnelles, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de financement, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir les amener véritablement sur ce chemin-là? Et si cette agence, en tout cas, c'est le profil que cela donne, si cette agence arrive en tout cas à canaliser ses efforts et à permettre à la jeunesse de pouvoir s'auto-employer ou d'aller sur le marché de l'emploi de façon sereine, c'est que moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une idée à développer. Maintenant, le problème de toutes ces agences, c'est que souvent on n'a pas la maîtrise et la visibilité sur le long terme de ces politiques de jeunesse, parce que souvent c'est à court terme, juste pour, en tout cas, de façon électoraliste ou autre. Moi je pense véritablement que cette agence, en tout cas de beaux jours devant elle, si elle arrive en tout cas à remplir ses missions. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et le reste du monde ont enregistré une baisse de 8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2015-2016. Les échanges commerciaux s'étant élevés à 75 milliards de dollars contre 83 milliards de dollars pour l'exercice 2014-2015. Selon la Banque centrale d'Égypte, le recul se situe aussi bien au niveau des importations que des exportations. Jean-Marie, que signifie une baisse au niveau des importations comme des exportations? C'est un manque de confiance chez les investisseurs, chez les partenaires commerciaux? C'est pas un manque. Chez les investisseurs, je vous dirais oui, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'un investisseur a besoin de tomber dans un environnement où il tire la rentabilité de son capital. Le retour sur investissement, s'il est jugé bas, et effectivement, les investisseurs ne vont pas affluer dans cette économie-là. Et l'Égypte se trouve maintenant, aujourd'hui, dans une situation qui est la suivante, c'est que vous avez l'économie qui essaie de redémarrer. Mais sauf que le passif est tellement lourd que, en termes d'import et des importations et des exportations, vous avez déjà l'économie interne qui a énormément souffert. Ensuite, vous avez la défiance extérieure, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez des investisseurs extérieurs qui ne trouvent pas, si vous voulez, le retour sur investissement requis sur la scène internationale. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Égypte a toujours très très bien vécu, mais avec une aide qu'on a toujours mise sous le boisseau. C'est vrai que c'est une très très forte économie, mais une aide américaine qui est relativement importante, qui se chiffrait, je crois, dans les années précédentes jusqu'à 100 millions de dollars 100 milliards de dollars chaque année. Donc, à partir de là, dès l'instant que vous avez ces atermoiements-là, ces hésitations-là par rapport au système, d'ailleurs, les Américains ont repris, si vous voulez, cette aide-là avec l'arrivée du président Sisi en tant que tel. J'ai mal, crise monétaire, crise économique. Les autorités égyptiennes, elles sont dépassées par la situation économique dans le pays? Non, ils ne sont pas dépassés par la situation. Vous savez, des situations économiques qui sont le résultat d'une crise politique importante, d'une crise sécuritaire importante, d'une crise régionale importante, à laquelle, hélas, parfois l'activité économique ne fait pas face. Le problème qui se pose en plus, c'est que l'Égypte est un pays qui ne produit pas beaucoup, qui ne consomme pas beaucoup, et donc, vous savez, l'activité économique, à partir du moment où elle est basée sur une économie extravertie, elle donne le résultat qu'on a. On parlait dans le sujet précédent de la volonté heureuse des Ivoiriens de créer de l'emploi, mais enfin, l'emploi est exactement comme cette situation-là. Il se crée par la croissance, la formation, il se crée par la production, il se crée par l'entreprise. Donc, une économie qui fonctionne très bien, c'est le résultat de tout ça à la fois. L'Égypte traverse une situation économique grave parce qu'elle est dans une situation régionale difficile. Son principal bailleur de fonds, qui n'est bitumement encore une fois pas les États-Unis, l'aide américaine est de 2 milliards, elle est essentiellement militaire. L'aide égyptienne, elle est d'abord des pays voisins, l'Arabie Saoudite, et donc ce sont des pays qui ont même une difficulté. Il fait après l'Égypte, ce qui n'est pour le coup pas normal. 90 millions d'habitants, le pays doit être capable, lui, de créer une vraie économie interne, capable de produire suffisamment de valeur ajoutée pour donner de la valeur, du travail, de la croissance et nourrir les populations, ce qui n'est hélas pas le chemin actuel. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée au Burkina Faso. La semaine prochaine sera consacrée au régime de retraite sur le continent. Monsieur Dipama, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Jemal, merci également. Merci Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.